Muchas gracias a todos desde ya por su paciencia para compartir unos minutos. Haremos 15 minutos, 20 de un diálogo abierto que permita resolver inquietudes de ustedes. Entonces, quienes tengan preguntas, por favor, pensar a quién, me indican y yo voy a pasar con el micrófono para comunicarlas al podio. Buenas tardes. Una pregunta pues acerca de la situación en Francia. Se habló mucho de las traducciones y no mucho, creo recordar, de las retraducciones. La pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles son las condiciones legales para que un editor en Francia pueda publicar otra traducción de un gran libro? Por ejemplo, pues, 100 años de soledad. Alors, les conditions de la retraduction sont les mêmes qu'une traduction, en fait. Il faut que l'éditeur ait les droits. Donc là, vous citez Zola, c'est un auteur qui est dans le domaine public. Donc, il n'y a pas d'achat de droits à avoir. Mais les conditions sont les mêmes. C'est-à-dire, comme je lis pas tellement l'espagnol et je le comprends pas tellement, mais j'ai un petit peu compris l'exposé que vous avez fait. Il faut que les droits soient acquis c'est pas parce qu'il y a une première traduction qu'il ne peut pas en avoir une deuxième. Le traducteur n'est propriétaire, entre guillemets, que de sa propre traduction. Et d'ailleurs, nous aidons, nous, assez souvent, des retraductions, et pas forcément d'auteurs très anciens, puisque dans tout le travail qui est fait sur l'importance de la traduction et son développement nécessaire, cela va avec le fait de retraduire régulièrement des œuvres, puisque la langue évolue, les pratiques de traduction ont évolué, hein, il y a encore quelques temps, mais quand je dis quelques temps, c'est même pas 20 ans, la pratique était de faire des coupes, par exemple, ou d'adapter certains textes en littérature jeunesse notamment. Il y avait une espèce d'idée préconçue qu'il fallait simplifier. Donc il y a des textes auxquels on a accès aujourd'hui qui doivent absolument être retraduits dans les codes actuels, qui ne sont pas encore ceux de demain. Hein, ça évolue constamment. Je vous laisse. Flora, a ver, si nos puedes explicar cómo defines evaluar, esa palabra de evaluar que no es muy clara y que es la base como para todos los contratos. Alors, l'avaloir, c'est une avance sur droit. Alors, je vais vous donner un exemple. Traducteur-auteur, même si le mode de rémunération n'est pas tout à fait le même, c'est la même chose. C'est-à-dire que je négocie avec mon éditeur une rémunération. La règle, c'est que cette rémunération, normalement, elle soit proportionnelle. Hein, c'est une rémunération sur les ventes. Je négocie 2, 3, 4, 5, 6, 15%. Dans le cas spécifique de la traduction, la pratique veut qu'il y ait un paiement à la page du travail fait, on va dire. Ce qui n'existe pas pour un auteur de roman, par exemple, ou un auteur tout court. Un auteur n'est jamais payé à la page. Donc, l'avaloir, c'est une avance sur les droits à venir. Alors, avantage de l'avaloir, c'est une rémunération acquise qui n'est pas remboursable. Inconvénient, je ne touche pas de droit proportionnel sur les ventes tant que cette somme n'est pas amortie. Ma rémunération, par exemple, de traducteur, je suis payé 20 € pour tant de pages, j'ai 4 000 € qu'on me paye tout de suite. Je ne touche pas de droit proportionnel
tant que je n'ai pas atteint l'équivalent de ces 4 000 euros. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour un traducteur, l'avaloir, il est toujours existant, puisque c'est la rémunération à la page. Pour un auteur, c'est de l'ordre le plus strict de la négociation et du rapport de force ou du rapport de séduction ou du désir de l'éditeur d'avoir cet auteur. Un auteur de roman peut ne pas avoir d'avaloir. Plus l'avaloir est important, plus l'auteur est important pour l'éditeur. Donc là, ça se négocie très difficilement. Un premier roman, ça peut être 500 euros d'avaloir ou pas d'avaloir du tout. Il ne sera payé que sur les ventes. Un grand auteur comme Houellebecq ou Christine Angot va avoir un avaloir énorme qui ne sera jamais amorti, mais qui va être beaucoup plus important que les ventes potentielles. Donc là, c'est vraiment un rapport de force, quoi. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Mateo. Gracias, Maritza. Yo tengo una pregunta para Yesid. Buenas tardes, Yesid. Pues, tu presentación fue muy clara, pero pues en la realidad yo no conozco todavía al primer traductor en Colombia que que haya firmado un contrato donde disponga él mismo de sus derechos patrimoniales. ¿Tú qué camino nos aconsejarías seguir para buscar esa nueva realidad, que los editores dejen de escamotearnos nuestros derechos patrimoniales? Muchas gracias, Mateo. Pues yo creo que lo alcancé a mencionar, y ahí es muy importante que se trabaje como gremio, porque sin la gremiación sí va a ser muy difícil tratar de llegar a estándares mínimos de contratación. Por ejemplo, esto que hablaba Robert, entiendo que es porque lo establece la ley que así se debe hacer el pago, y esa es, digamos, que una forma muy justa de realizar el pago de la traducción. Yo no solamente le estoy pagando por esa labor que realizó, sino le estoy anticipando un poco que la suerte de esa obra usted va a llevar algo o va a tener algo que ver ahí. Un poco es que el autor debe seguir la suerte de su obra. Si la obra es un éxito, pues él debe tener un retorno. Pero, por ejemplo, en Colombia, pues la ley no establece o no obliga a que haya una forma específica de remuneración. El editor puede remunerar, bien sea pagando una suma fija, y pues de ahí no podrá reclamar ningún otro tipo de regalías, o pues se puede establecer una forma de remuneración que sea por regalías por las ventas. Pero por lo general lo que puede suceder es que el contrato se establezca que para el traductor simplemente yo le pago esta suma por número de palabras, por páginas, etcétera, y esa condición, esa cláusula en términos legales sería válida. ¿Qué es lo que habría que trabajar? En agremiaciones, en que los editores estén agrupados y digan, no, mire, el contrato estándar establece que la remuneración debe pactarse en estos términos o mínimo de este tipo de regalías, a los efectos de que, digamos, se vaya estableciendo un estándar para esos efectos. Porque en principio lo que les decía es, sí, la ley establece unos derechos, el traductor como tal también se considera un autor, pero el tema contractual es un capítulo clave en el ejercicio de sus derechos. Firmar un mal contrato puede implicar básicamente casi que renunciar a esos derechos. ¿Nos reunamos con la Cámara Colombiana del Libro? Obviamente yo como CELAC no puedo tomar ese tipo de vocerías o cosas por el estilo, pero evidentemente sí las agremiaciones han demostrado, no solamente aquí a nivel mundial, en los diversos ámbitos culturales, que cuando los actores se agremian, bien sean los editores, bien sean los escritores, los autores
los actores de televisión, como también ya tienen últimamente su agremiación, eso facilita mucho más las negociaciones y se puede lograr unas negociaciones un poco más equilibradas. Tampoco aquí yo podría venir a satanizar a los editores o que todos los editores hacen contratos malos. O sea, yo he visto contratos donde, por lo menos entre autores, no he visto mucho el tema de traductores, pero por lo menos con autores sí uno ve contratos que establecen unas condiciones equilibradas. Pero también pueden haber excepciones, es decir, contratos donde las condiciones se establecen muy leoninas, que es lo que llamamos nosotros. Para concluir, perdón, antes de terminar, que creo que es lo que vas a hacer, Florabel, lo que quiero pedir a cada uno de los que participan en el podio una opinión con respecto al camino a seguir. Ustedes nos han mostrado, de acuerdo a sus experiencias y a su experiencia profesional particular en diferentes lugares del mundo, cómo funciona. No son escenarios comparables porque las situaciones son distintas, pero sí tal vez su experiencia les permite dar una opinión, así sea sucinta como la que nos acaba de presentar Yesid, de por dónde estarían los derroteros que podemos considerar para traductores, en tanto que autores, poder ganar más una consolidación de nuestros derechos como autores. Bon, ça rejoint tout à fait ce que je voulais dire, pas un avis, parce que modestement un retour d'expérience. Je crois que, je rejoins ce que vous disiez, je crois que le mot-clé, c'est la solidarité active. C'est que si vous avez d'un côté, et c'est tout à fait louable, une volonté de créer et de faire évoluer une profession de traducteur avec les droits et les devoirs que ça suppose, mais avec derrière cette grande responsabilité de donner accès à tout un pan d'une culture qui est absolument nécessaire à chacun d'entre nous, ben, il faut serrer les coudes. On ne peut pas attendre comme ça individuellement que les choses se passent. Ça veut dire qu'il faut que chaque traducteur qui veut faire ce chemin se sente responsable et solitaire de l'autre, quitte à... Alors effectivement, il faut négocier avec les éditeurs, hein, qui ne sont pas le diable, qui sont des partenaires. Il faut dans l'idéal que la puissance publique se réveille et soutienne, pas encadre, mais soutienne les négociations et les résultats des négociations par des dispositifs, mais aussi par un rôle de médiateur bienveillant. Mais il faut surtout accepter, une fois que quelques règles de base sont formalisées, accepter de refuser de signer un contrat qui n'est pas conforme, accepter de refuser d'être sous-payé, parce que c'est comme partout, hein. Au bout d'un moment, les éditeurs, ils feront pas sans vous. Ils sont obligés de faire avec. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut dire non. Voilà. Et peut-être se mettre autour de la table avec ceux qui sont le plus sensibilisés à cette question de la traduction et surtout à l'accès aux œuvres que ça suppose, parce que c'est bien de ça dont on parle. Œuvres qui font défaut, qui manquent à une culture. Je pense qu'il y a tout à fait de quoi faire pour trouver des façons de travailler ensemble. Mais il faut sortir de l'individualisme que les professions artistiques prédisposent souvent. Il faut être solidaire. Je crois que je vais abonder tout à fait dans le même sens que Madame Rouillet. C'est très important qu'il y ait une solidarité, mais aussi il faut partager les expériences. Dans mon cas, comme vous le voyez bien, je ne travaillais pas dans le domaine littéraire, mais il faut quand même travailler à une meilleure reconnaissance du traducteur, à sa professionnalisation. Comme je vous l'ai exprimé un peu plus tôt, il y a des pas, et ça a été fait de concert avec les associations professionnelles et avec l'appui des politiques, de
reconnaître, ne serait-ce que dans le recensement. Hein? C'est rien, c'est un petit détail, mais la profession de traducteur, de ce que ça suppose. Rechercher aussi des moyens de, moi je pourrais dire, pardonnez-moi, je perds un peu le fil, mais comme je le disais plus tôt aussi, on essaie de s'écarter de la rémunération au mot, parce que, pour emprunter Magritte, ceci n'est pas un mot. Il y a autre chose derrière un mot. Et donc, il y a un travail de pensée, de réflexion. Alors, il faut amener le client qui est devant nous à comprendre que ce qu'on a à faire, ce n'est pas, comment dirais-je, simplement copier dans l'autre langue ou chercher dans un dictionnaire. Il y a tout un travail de réflexion et une approche méthodologique qui vient se greffer au travail que nous faisons. Alors, ce sont comme ça. Moi, j'estime qu'avec des séances comme celles que nous avons avec le colloque, ce partage avec, non seulement à l'intérieur du pays, mais avec d'autres associations et d'autres expériences ailleurs, je crois que c'est là qu'on va trouver le chemin et s'entraider aussi. Il y a une fédération internationale des traducteurs et il y a des associations de traducteurs littéraires et tout ça, je pense que c'est en se parlant qu'on va arriver à quelque chose et à trouver le chemin. Sí, buenas tardes. Bueno, mi participación será más tarde, pero creo que en general en los estudios que se han hecho de las situaciones por las que atravesamos los traductores hay algo muy parecido, ¿no? Lo que no está normado no existe, por lo tanto el traductor, el intérprete está a expensas de quien lo contrata, ¿no? Para exigirle a veces trabajo voluntario, ¿no? Escudados en que pertenecemos a alguna universidad y tenemos un deber hacia el Estado. Y bueno, lo que nos gusten dar las empresas que tienen a bien contratar a traductores e intérpretes. Me parece que en lo que tenemos que avanzar es en normar ya, en crear parámetros generales de creación de burós de traductores, ¿no? Y trabajarlos de manera particular en nuestros contextos. La Universidad Veracruzana, en donde trabajo, bueno, ha sido una constante de parte del cuerpo de traductores de exigir a nuestra universidad, que es autónoma, que tenga un buró de traductores normado. Eso nos permitirá ofrecer mejor servicios y evitar la simulación y los pseudotraductores, ¿no? Que de repente aparecen y abaratan y desprestigian la labor del traductor. Me parece que si ya a partir de 1970 se reconoce la traducción como una disciplina con un campo de estudio y un objeto de estudio muy preciso, pues entonces será la oportunidad también de pasar de la transición de considerar la traducción como un oficio a la traducción como una interpretación y exigir además, ¿no?, cédulas también. Es decir, no es nada más exigir a las autoridades que normen de manera legal el ejercicio de la traducción y la interpretación, sino también de este lado nosotros que estamos dispuestos a dar. Me parece que tenemos un terreno por avanzar, no nada más en cuestiones de certificaciones de lengua, sino también en quién certifica las competencias del traductor, qué competencias, ¿no?, y qué personas son las adecuadas para evaluar dichas competencias. Gracias. Bueno, pues realmente tengo poco que decir, sino que tenemos mucho trabajo por delante, es decir, mucho trabajo interno como asociación. Todas estas ponencias que hemos tenido y las que vamos a tener nos va a dar de alguna manera un derrotero del trabajo que tenemos que hacer, empezando por nosotros mismos, es decir, cómo nos vemos, es decir, cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nos respetamos, cómo creemos nosotros mismos que somos profesionales, y de ahí sí empezar a estructurar diferentes caminos y diferentes cuestiones que tenemos que trabajar urgentemente. No me quiero extender en esto porque sé que vamos a seguir hablando de estos temas en forma muy puntual, pero yo creo que el hecho que hayamos invitado a diferentes países, ya sean instituciones o asociaciones que nos han acompañado, nos da esa posibilidad de intercambio que es tan necesaria y tan rica. Gracias. Gracias, Janet. Pues yo también creo que ya lo dije todo, excepto pues hacerles un llamado a las personas que están trabajando en traducción
y, y les da pereza o simplemente son indiferentes frente a nuestra agremiación, hombre, pues por favor vincúlense, por favor participen de esto, porque esa indiferencia nos hace daño a todos y es lesiva para el mercado de la traducción, ya sea literaria o no. En la medida en que formemos una corporación fuerte, podremos todos aprovechar y beneficiarnos de las conquistas que logremos como gremio. Sería ese mi llamado, por favor, no más indiferencia. Gracias. Agradecemos mucho